C'est que j'ai décidé il y a quelques mois que nous puissions recruter par département, dans la proximité, par milliers, des policiers adjoints qui nous permettront précisément de renforcer les effectifs de la police nationale. Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les élus locaux, chères familles, chers proches, chers amis d'Aurélie Fouquet. 15 années ont donc passé depuis la disparition d'Aurélie, 15 ans d'une absence et d'une douleur que le temps ne parvient pas ni à combler ni à calmer. Oui, après tout ce temps, tout est toujours là. La lâcheté des criminels, des barbares, l'affliction d'une famille, le courage d'une femme, la dette aussi que nous avons envers elle et envers vous, sa famille, ses amis et ses proches. Cette dette, c'est d'abord celle de la fidélité, à sa mémoire, à son exemple. Les années passent, mais l'exemple d'Aurélie demeure. Alertée par ses collègues de la police nationale, elle s'était avancée. Confrontée aux tirs furieux des criminels, elle avait tenu, elle n'avait pas reculé. C'était cela, Aurélie Fouquet, le sens du devoir, l'esprit du sacrifice. Des valeurs qui font plus qu'un engagement, des valeurs qui transcendent une existence. La sienne aura été mise tout entière au service des autres, le don de soi, plutôt que le chacun pour soi. La fidélité à sa mémoire, la fidélité aussi à ses proches. Je pense à sa famille, au jeune Alexis, son fils âgé aujourd'hui de 16 ans qui aura enduré ce drame de grandir sans sa mère, loin de sa mère. Je pense à ses parents qui auront vécu la douleur de perdre un enfant. Je pense à ses amis qui, depuis 15 ans, chérissent le souvenir d'une femme rayonnante, d'une femme passionnée. Je pense aussi à tous ses collègues. De Villiers-sur-Marne et de toutes les polices municipales de France est restée vive. Tout comme le souvenir de Pichoun, comme vous l'appeliez, avec affection, est resté vivace. Ce souvenir, je sais qu'il accompagne quotidiennement Thierry Moreau, qui a vécu aux côtés d'Aurélie l'enfer dont elle n'est jamais revenue et qui a assumé pendant des années ce terrible devoir, oui, ce terrible devoir de rester par son choix, par sa promesse dans cette ville, tout entière habitée pourtant des traces et des signes de sa présence. Comme une promesse à honorer, celle de ne jamais baisser les bras, de ne jamais céder un pouce de terrain, parce que c'est ce qu'aurait voulu son ami, c'est ce qu'on l'aurait fait aussi certainement. Rien ne pourra jamais soulager le chagrin d'avoir perdu une mère, une fille, une amie, une collègue. Mais en appréhendant ses bourreaux et en prononçant des peines implacables qu'ils purgent encore, la justice aura au moins mis un terme au sentiment d'impunité dont ces barbares jouissaient et au désespoir suscité chez les proches d'Aurélie. Justice a été rendue pour Aurélie Fouquet. Elle doit l'être aussi pour tous les autres, pour toutes les victimes, comme elle, de la barbarie, de la sauvagerie. Ces mots sont les vôtres, Monsieur le Président de la République, cher Nicolas. Ces mots, vous les aviez courageusement énoncés le 26 mars 2010. Je les fais miens. Hier comme aujourd'hui, ils sont essentiels, car on ne rend pas justice en prononçant seulement des peines justes. On rend la justice aussi en disant des mots vrais. La justice elle-même n'est-elle pas dans la vérité des choses, comme s'était interrogé un jour lointain Rousseau? Oui, envers les disparus et leurs proches, nous n'avons pas seulement une dette de fidélité, nous avons aussi et surtout une dette de vérité. Cette dette, elle vous a imposé, Monsieur le Président, de dénoncer le degré de barbarie, de lâcheté pour déclencher un tel déluge de violence. Cette dette, elle nous impose aujourd'hui de dire que la mort du jeune Énias, 14 ans, assassiné pour un téléphone portable, que celle de la petite Louise, 11 ans, poignardée dans un bois de Longjumeau,
comme celle de la jeune Lorraine, une lycéenne, tuée il y a quelques semaines à Nantes, ne sont pas une succession malheureuse de faits divers, mais dessinent ces événements, les contours d'une société ensauvagée parce qu'elle est décivilisée. Oui, dans une société qui brouille ses repères, qui affadit ses hiérarchies, qui déconstruit ses autorités, l'homme redevient un loup pour l'homme. Et la violence, un moyen d'expression de ses envies, comme un mode de résolution de ses conflits, de ses frustrations. Dans cette société, certains ont déjà basculé. Et pour eux, tout ce qui représente l'ordre et impose la loi, comme les uniformes, devient un obstacle à supprimer. Vous avez dit un jour, Madame Fouquet, que votre fille avait été abattue parce qu'elle portait l'uniforme. Oui, votre fille a payé de sa vie d'incarner un monde que des assassins ont déserté depuis longtemps. D'autres encore l'ont payé depuis. Je pense à Arnaud Garcia, à Fabrice Moello, ces deux agents pénitentiaires abattus froidement par les complices d'Amra. À chaque fois, le même contraste. D'un côté, la France qui s'engage, de l'autre, la France, une petite partie qui s'ensauvage. Notre place est résolument du côté de la première, évidemment. Elle est aussi aux côtés de ceux qui, par leur engagement, leur dévouement, empêchent que notre monde se défasse totalement et nous donnent une chance de le réparer entièrement. Aurélie faisait partie de ceux-là, Clarissa Jean-Philippe et Christophe Bouissou, aussi tous deux décédés en 2015, il y a 10 ans, dans l'exercice de leurs fonctions. Tout comme notre pays, et qui sont exposés partout à la même violence, à la même délinquance que leurs collègues de la police et de la gendarmerie. Petit problème de son qu'on va régler évidemment dans un instant. On entendait à l'instant cette phrase justement forte de Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, qui vient de prononcer ces mots à l'occasion de cet hommage à cette policière qui a été tuée il y a tout juste 15 ans. La France qui s'engage face à la France, une toute petite partie qui s'ensauvage. Alors qu'on a rétabli, me dit-on, la liaison, on réécoute Bruno Retailleau. Je pourrais continuer encore cette liste. C'est pourquoi, Monsieur le Président de la République, cher Nicolas, nous avons décidé de mener à son terme la réflexion que vous aviez lancée au lendemain de la disparition d'Aurélie Fouquet sur le rôle des polices municipales, sur leur place dans la continuité, dans le continuum de sécurité qui est si important, Monsieur le maire. Du municipal, nous proposerons très bientôt, dans quelques semaines tout juste, des évolutions législatives sur la question des compétences, des équipements et des carrières. Donner aux municipaux, oui, les prérogatives et les moyens de concourir pleinement à la sécurité des Français, c'est honorer la dette que nous avons envers Aurélie Fouquet et envers tous ceux qui, à sa suite, se sont engagés pour la République que nous servons, et pour la France que nous aimons. Vive la police municipale, vive la police nationale, vive la gendarmerie nationale, vive la République et vive la France. Alors que vient de s'achever la prise de parole du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, à l'occasion de cet hommage à cette policière assassinée il y a 15 ans. On voit l'ancien président, il était président à l'époque, qui va s'exprimer, on l'écoute. Monsieur le ministre d'État, cher Bruno, ce n'est pas le lieu des félicitations, mais peut-être que tu as senti ma joie et ma confiance. Monsieur le maire, cher Jacques Alain, je t'ai écouté avec beaucoup d'attention et j'ai retrouvé ce caractère qui ne s'est pas affadi avec le temps. Dans ma bouche, c'est un compliment. Cher Bruno, quand Jacques Alain veut quelque chose, mon Dieu, que c'est dur d'être ministre de l'Intérieur.
Je vous remercie d'avoir annoncé mon allocution. Ce n'est pas une allocution. J'ai choisi de rompre le silence médiatique que je m'étais imposé pour une raison et une seule. Aurélie et sa famille. C'est la seule raison qui fait que j'ai tenu à être ici. Cher Bruno, je me souviens de ce jour. En arrivant, j'étais président de la République. Je me demandais dans la voiture comment vous alliez m'accueillir. Je n'avais pas peur. La peur n'est pas un sentiment naturel chez moi. Mais je m'interrogeais. Je me disais, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Car voyez-vous, le ministre de l'Intérieur est responsable. On ne peut pas dire aux femmes et aux hommes qui dépendent de vous, interpellez ces criminels, ne laissez rien passer, et considérer au moment d'un drame qu'on n'est pas soi-même responsable. Je me suis, je vous le dis bien en face, comme je vous l'ai dit il y a 15 ans, senti responsable de la mort de votre fille et de la mort de ta mère. Quand je suis arrivé, je vous ai vu, détruit par la douleur, et je vous ai pris dans mes bras. Et on a partagé un moment d'émotion qui ne m'a jamais quitté. Je ne vous ai jamais oublié. Votre dignité, votre humanité et votre gentillesse, alors que vous connaissiez un drame absolu. Voyez-vous, mesdames et messieurs, on m'a beaucoup reproché dans le passé, cher Bruno, de surréagir à ce que les observateurs, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas grand-chose à la vie, parce que par définition ils ne sont pas des acteurs, appellent les événements, l'actualité. Pour vous, c'était pas l'actualité. C'était la mort d'une fille, la mort d'un collègue, la mort d'une mère. Et tout être humain, surtout s'il est responsable, doit être bouleversé. Et le fait qu'un ministre ou un président soit bouleversé devrait rassurer les Français. Car le jour où vous ne serez plus bouleversés, mesdames et messieurs les élus, cher monsieur le maire, par un drame de cette nature, alors il vaut mieux arrêter votre mandat et rentrer à la maison. Je revendique d'être bouleversé. C'est vrai, c'est ma 3e visite. Bon, les autres, même si ton discours était très œcuménique, je ne me suis pas toujours senti aussi bien accompagné qu'avec Bruno. Parce que les mêmes qui soutenaient avaient été les mêmes qui avaient critiqué. On peut avoir de la mémoire. Mais je voulais, par ma présence, dire à tous les policiers, comme à toutes les familles de victimes, qu'en quittant l'Élysée, je ne vous ai pas quitté. Vous pourrez m'appeler jusqu'au bout. Je serai toujours là. Alexis, en rentrant cette fois-ci, j'ai pensé à toi. Tu n'étais pas avec nous. Tu avais un nom. On t'avait protégé. Ta famille avait choisi de t'épargner cela. Maintenant, tu es un homme. Tu as 16 ans. Tu vois, Alexis, on n'a pas oublié ta mère. Et si je n'étais pas venu, j'aurais vécu cela comme un abandon à votre endroit. La politique n'est pas qu'une affaire de programme, n'est pas qu'une affaire d'ambition, n'est pas qu'une affaire de cynisme. La
La politique, c'est de la fidélité avec des gens avec qui on est lié parce qu'on a partagé leur souffrance. Et votre souffrance a nourri ma colère. Je vous dois beaucoup. Et votre dignité a guidé mon action. Parce que vous êtes des gens dignes et droits. Alexis, je ne sais pas quelles sont tes convictions métaphysiques, spirituelles, mais moi je crois que ta mère nous regarde. Et moi je crois qu'elle continue à veiller sur toi et sur nous tous. J'aimerais pouvoir t'en dire des certitudes, mais moi je veux te faire partager mon espérance. Vis ta vie d'homme, sois fier de ta mère et pense qu'elle le sera de toi aussi. C'est cela que je voulais venir partager avec vous. Bien sûr, je partage tout ce qu'a dit Bruno, complètement, sur l'armement, sur le soutien au travail magnifique que vous faites. Mais dites-vous bien une chose, ceux qui vous dirigent au plus haut niveau doivent être avec vous, pas simplement dans les textes, pas simplement dans les choix politiques, mais dans le cœur. Pour que vous-même, sur le terrain, vous vous disiez, mon ministre est derrière moi, mon maire est à côté de moi, parce qu'on partage la même ambition, celle de ne pas se laisser faire. J'ai toujours détesté l'injustice. Et l'injustice de te priver de mère à 1 an, je n'en connais pas de pire. On veillera sur toi. Tu as en nous des amis et j'étais très heureux de partager ce moment avec un ministre d'État que j'apprécie et en qui je mets toute ma confiance et un maire dont je suis tellement heureux que les demandes soient adressées à Bruno plutôt qu'à Nicolas. Merci.